m'a pratiquement pénétré. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas fait, il m'a pratiquement pénétré. Ce qui m'a sauvé en fait, c'est que j'ai perdu les os. Dans ce stress, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os, je pense, il était à l'intérieur de moi. Quand j'ai perdu les os, il est directement ressorti. Et il m'a dit, je l'ai souillé avec ma merde. Bon, avant ça, j'ai eu des menaces. Hein. Si tu ne t'exécutes pas, je vais te tuer. Et je vais donner ton corps à manger aux chiens. Je vais mâcher ton utérus. Ta famille n'entendra plus jamais parler de toi. Tes enfants ne te reverront plus jamais. Personne ne va te chercher. Personne ne pourra jamais rien me faire. Et tout. Donc, après ça, il a appelé son sbire. Son sbire est venu me prendre. Il a demandé d'aller me jeter hors du portail. Quand je suis sortie, il était autour de 19h30 par là. Quand je suis sortie, excusez-moi, c'est... Donc, quand il m'a laissé dehors, j'avais tellement honte. Je n'ai même pas pu raconter à quelqu'un. J'ai vu un taxi qui passait, j'ai stoppé le taxi et je lui ai dit, je suis en train de perdre les os. S'il te plaît, accompagne-moi dans un hôpital. Accompagne-moi à la casse d'un Kondongo. C'est pas pour ceux qui connaissent la casse d'un Kondongo. J'avais tellement honte. Je n'ai même pas pu raconter à quelqu'un. J'ai vu un taxi qui passait, j'ai stoppé le taxi et je lui ai dit, je suis en train de perdre les os. S'il te plaît, accompagne-moi dans un hôpital. Accompagne-moi à la casse d'un Kondongo. C'est pas pour ceux qui connaissent la casse d'un Kondongo. C'est l'hôpital de, je crois, Monseigneur Jean-Zois, en Kondongo, des sœurs. J'ai pris tellement, je perdais les os. On s'est arrêté quelque part, il a acheté un plastique. Le chauffeur, en fait, il a acheté un plastique, des rayés bleus, là. Il a mis sur mon siège parce que je mouillais le siège. Pour que je m'asseye. Nous sommes arrivés à la casse. À la casse, on nous fait comprendre. Il n'y a pas de couveuse. Il nous demande d'aller à l'hôpital central. Sincèrement, moi, j'ai une peur panique de l'hôpital central avec tout ce qui se passe dans les hôpitaux publics. J'ai dit non, je ne vais pas à l'hôpital central. Je lui ai dit, allons à l'hôpital de la Caisse. C'est comme ça, on va à l'hôpital de la Caisse. Quand j'arrive à l'hôpital de la Caisse, on prend mes paramètres. J'appelle le père de l'enfant, je lui dis, voilà, je suis à l'hôpital. Ramène-moi un cabas. Ça ne va pas, j'ai perdu les os à la réunion. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il va découvrir la vérité, peut-être s'il reconnaît ma voix et s'il regroupe les faits. Je viens me retrouver à l'hôpital de la Caisse. Lui-même, je crois, à l'époque, il était aussi à une réunion, je crois bien. Il est allé à la maison, il a pris un cabas. Il est venu me trouver à l'hôpital. À l'hôpital, donc après les premiers examens, on me dit, l'enfant, j'ai déjà la poche des os est déjà ouverte, mais ils ont appelé ça comment? Les chances de survie en fait de l'enfant sont trop faibles si j'accouche directement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de maintenir l'enfant le plus longtemps possible dans mon ventre. Parce que tant qu'il est dans le ventre, il a plus de chances de continuer son évolution. C'est là où on me fait comprendre à l'hôpital qu'il est préférable d'accoucher un enfant. Qu'est-ce que je dis? Quand j'arrive à l'hôpital, j'ai déjà entamé, ça me fait comprendre que j'ai déjà entamé le 7e mois. Donc c'est à l'hôpital en calculant qu'ils me font comprendre en fait que j'ai déjà entamé le 7e mois. Donc il m'explique donc que il était plus l'enfant, si j'avais eu ce cas à 6 mois, l'enfant aurait été plus viable qu'à 7 mois. Parce qu'à 7 mois, il a entamé la dernière phase de sa, je ne sais pas comment je vais appeler ça, si je peux dire sa construction, quoi. Donc, c'est une deuxième phase qu'il a déjà entamée. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Ma mère ne voulait même pas entendre ça. Ma mère disait, faites accoucher ma fille, faites accoucher ma fille. Ce qu'on faisait chaque fois, c'était
Regardez le niveau d'eau. Donc, j'ai passé les échographies pratiquement chaque jour. Regardez le niveau d'eau. À un moment même, je crois peut-être 3 jours avant. 3 jours après mon arrivée, on m'a fait une échographie où on voyait l'enfant présentait le siège. Ils ont dit, même si je dois accoucher, ce sera par césarienne. Ma mère a dit non. Ma mère arrive à l'hôpital, on a prié toute la nuit. Je dis toute la nuit. Le matin, on est reparti faire l'échographie et l'enfant s'était miraculeusement retourné et avait donné, je crois que c'était la tête. Il avait mis la tête par le bas, dans la position normale en fait, pour accoucher. Les gens, j'ai des amis, je ne veux pas trop donner des détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, je veux pas être reconnue en fait. Il y a beaucoup de gens, si je donne des détails, parce que c'est une histoire qui avait un peu fait fort à cette époque. Il y a des gens qui sont connus dans Facebook qui étaient là pour moi. Donc, beaucoup de gens même venaient dire, ah, ils voulaient même porter plainte à l'hôpital. Pourquoi vous ne la faites pas accoucher? L'enfant va mourir, des trucs comme ça et tout. Puisque à chaque fois qu'on partait, l'enfant n'avait plus assez d'eau. Mais on disait non, il est viable. Non, il vit son cœur. Pardon, on écoutait son cœur pratiquement même 4 fois par jour. Et tout. Finalement, après une semaine, après des bavardages, le docteur décide de me faire accoucher. On m'a placé une perfusion pour provoquer les contractions. Parce que j'avais pas de contractions. Pour provoquer les contractions. L'enfant est né avec 980 grammes. Exactement. Je portais ma main à l'enfant sur ma paume de main. 980 grammes. On a mis l'enfant en couveuse. Ayant mis l'enfant en couveuse, c'était tellement douloureux. Parce qu'à l'hôpital de la Caisse, quand vous accouchez, on vous met la néonate. Si je vais à l'hôpital, je peux vous montrer. Même s'ils ont changé, là où se trouve la néonatalité, maintenant, je peux vous dire, c'était ici, à tel endroit et tout et tout. Donc, on m'envoie la néonatalité. Je dormais à l'hôpital, dehors, sur les bancs. On dormait dehors. Si je vais à l'hôpital, je peux vous montrer. Même s'ils ont changé, là où se trouve la néonatalité, maintenant, je peux vous dire, c'était ici, à tel endroit et tout et tout. Donc, on m'envoie la néonatalité. Je dormais à l'hôpital, dehors, sur les bancs. On dormait dehors, sur les bancs. Parce qu'on ne nous permettait pas de dormir dans les chambres des malades, même s'il y avait des lits vides. Si vous vouliez dormir, vous les mamans, il fallait payer pour dormir. Mais il y avait une chambre, une petite chambre où ils avaient mis, je crois, 2 ou 3 matelas par terre, où c'était rempli des autres mamans qui dormaient là, qui avaient aussi leurs enfants en néonatalité. Donc, nous, on dormait sur les bancs, et il y avait les tétés à 6 heures. Bon, je crois que chaque 3 heures, on avait les tétés, si je n'oublie pas. On avait les tétés, donc il fallait être là à chaque fois. Et je crois que la dernière tétée était à 20 heures. Donc, on dormait là sur les bancs, dans les salles d'attente. Après, mon enfant a passé beaucoup de temps. Il y a un truc, les enfants avaient les terres, il avait le corps jaune, c'est ça qu'on appelle les terres. C'est comme une cabine UV. On mettait l'enfant là et passait des heures et des heures à l'intérieur, des heures et des heures à l'intérieur. Après une semaine, moi tellement les femmes là m'aimaient là-bas. Elles m'aimaient tellement, 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 tellement elles m'aimaient qu'elles m'ont appelé, elles me disent on voit comment c'est difficile pour toi et tu es déjà éprouvé, fatigué. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas rentrer, maintenant chaque jour tu vas rentrer à 20 heures, après la dernière tétée, et tu reviens avant la première tétée à 6 heures. Donc j'ai commencé à faire ça chaque jour, je rentrais à 20 heures, je revenais à 6 heures. Je rentrais à 20 heures, je revenais à 6 heures. Ce fameux jour où l'enfant décède, je vous relate tout, hein. J'ai tous les détails. Ce fameux jour où l'enfant décède,
La veille, c'était la finale. Les Lions jouaient contre je ne sais plus trop quelle équipe. C'était la finale de la CAN. J'étais à la maison. La major m'appelle. Elle me dit maman X parce qu'on nous appelait par le nom. On appelait nos enfants par nos noms. Donc quand on voulait parler d'un enfant, on dit maman tel. Par exemple, si votre enfant s'appelle... si vous appelez par exemple Marie, on va vous dire maman Marie. Venez, qu'est-ce que je dis? Si votre enfant s'appelle Marie, on va écrire sur le bracelet de l'enfant Marie, et puis on va dire maman Marie. C'est un peu ça. Donc, on m'a appelé et on me dit maman X, l'enfant, ça ne va pas. Elle m'appelle, il est peut-être 3 heures par là. Le père de l'enfant était en train de jubiler la victoire des Lions dehors avec ses frères et ses amis. Elle me dit votre enfant, il a chuté. Il faut que vous rameniez rapidement à l'hôpital. Il n'était même pas 3 heures, peut-être 4 heures. Il faut que vous rameniez rapidement à l'hôpital parce que s'il passe, elle me dit, s'il passe cette journée, c'est qu'il va vivre. J'appelle le papa de l'enfant, il était dans les mouvements et tout. Moi, ne pouvant pas l'attendre, je suis partie, j'ai pris le taxi. Je suis partie, je vous assure. Ce matin-là, il a plu. Il y a d'abord eu un tonnerre. Le ciel est devenu noir. Je dis noir. Il a plu. Je suis arrivée à l'hôpital sous la pluie. Quand je suis arrivée, non, il n'a pas plu. Il a eu un tonnerre, il y a eu un ciel très, très, très noir. Mais je ne me souviens plus, mais je ne pense pas qu'il avait plu. Mais le ciel avait été très noir pendant longtemps. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'arrive, je vois l'enfant. C'est la première fois que je porte mon enfant. Je prends mon enfant comme ça, je porte parce que je voyais toujours mon enfant à travers les couveuses. On ne nous permettait pratiquement pas. Donc quand on portait les enfants, c'était juste pour la tétée. Et moi, comme je n'avais pas assez de lait, moi je tirais le lait et puis on nourrissait l'enfant. Donc c'est elle qui lavait l'enfant avec l'eau micellaire, les injections. Il y avait des injections qu'on payait chaque 2 jours, 14 000 pour injecter à l'enfant et tout. Donc, la première fois que j'ai porté mon enfant, pas pour des soins, mais porter mon enfant parce qu'une mère porte son enfant. C'était ce jour-là. On m'a donné l'enfant, j'ai porté l'enfant, je l'ai regardé. L'enfant avait les yeux fermés. J'ai eu tellement mal. J'ai remis l'enfant dans la couveuse. Quand je l'ai remis dans la couveuse, je l'ai couché parce qu'il avait la pompe. Comme on l'injectait, on l'avait même rasé sur la tête. Je l'ai couché. L'enfant regardait sur le but. J'ai mis ma main il y a un trou sur la couveuse. J'ai mis ma main à l'intérieur. L'enfant a arrêté mon doigt. Il a serré mon doigt. Il a serré mon doigt. J'ai regardé l'enfant. Il s'est tourné, il a ouvert les yeux. Mon enfant m'a regardé. Cet enfant a eu la force de serrer mon doigt. Il m'a regardé. Comme pour me dire au revoir, maman. Et je n'avais pas compris ça comme ça. Je l'ai laissé, je suis allée. Quand son père est arrivé, on a parlé. C'est là où son père et moi on décide de le baptiser. Parce que c'est comment on appelle ça en médecine. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, ses probabilités de vie, je ne sais pas comment, si c'est comme ça que je l'ai dit, c'était déjà engagé. Il y a un terme, j'oublie un peu le terme. Il était déjà engagé. Donc, quand on décide de le faire baptiser, il appelle un prêtre qui est venu le baptiser. Je crois qu'il était 11 h ou 10 h, il est venu la baptiser. Il a fini de le baptiser, il est parti. Il m'a dit, bon, il rentre un peu se changer, se débarbouiller un peu, il revient. Je dis, d'accord, je me suis couchée. Quand il est revenu, on était assis là sur le banc. On causait. Après, on m'appelle. Quand la major m'appelle. Quand j'arrive,
enceinte. Je vois l'enfant emballé dans une serviette, dans sa serviette. L'enfant est emballé dans sa serviette. Elle dit désolé, maman X, il n'a pas pu survivre, comme je te disais, il est décédé. Il est décédé. Je lui ai demandé, est-ce que je peux commencer à voir le corps? On a refusé. Elle m'a dit non, c'est trop difficile. Même le père de l'enfant ne voulait pas que je regarde le corps. Ils ont pris le corps. Ils ont l'hôpital de la Caisse. Je reprends un peu mes esprits. L'hôpital de la Caisse a confisqué le corps parce qu'on avait une facture de, si je ne me trompe pas, entre 980 000 ou 880 000 ou 780 000. C'était un truc entre 700 et 980 000, mais il y avait 80 000 dessus à payer. Ils ont confisqué le corps, ils ont mis le corps à la morgue. Ils ont dit si on ne paye pas, on ne récupère pas le corps. Ma famille a même voulu porter plainte à l'hôpital, disant que c'est parce que ils ont traîné avec l'enfant dans le ventre, parce que l'enfant est né avec des problèmes de poumons, des problèmes de respiration, beaucoup de problèmes. Il y a eu des connaissances de la famille qui sont des médecins qui ont dit que si on m'avait fait accoucher le même jour où je suis arrivée, l'enfant aurait vécu. C'est le fait d'être resté avec le liquide amniotique absent, parce qu'il y avait pratiquement plus de liquide amniotique. L'enfant se battait pour survivre dans un environnement qui n'était plus viable pour lui. Donc en temps normal, on aurait dû me faire accoucher le jour où je suis arrivée, où j'avais déjà perdu assez d'eau. Parce que quand je suis descendue du taxi ce jour, je vous rassure, le plastique où j'étais assise avait, donc ça avait au minimum, ça pouvait remplir un gobelet, un gros gobelet d'eau. L'eau était beaucoup. Donc il m'a dit, tu n'avais plus. Plusieurs médecins l'ont dit que vous devez attaquer l'hôpital. Je n'ai pas voulu parce que des trucs médiatiques, ça devait monter, ça devait descendre. Et tout, je leur ai dit non, c'est bon, ça va. Pour les gens qui sont dubitatifs, qui discutent, on avait fait l'acte de naissance à la mairie qui est juste au collège, à l'hôpital de la Caisse. Parce qu'ils venaient, les gens des affaires sociales venaient à l'hôpital pour inciter les mamans à aller faire les actes. Je crois que c'était gratuit. On a fait l'acte jusqu'au jour où on a retiré. On n'a jamais retiré cet acte-là. Donc si on fouille, l'acte est toujours là-bas. On n'avait jamais retiré l'acte de naissance là. C'est là-bas. Pour preuve, pour les gens qui veulent toujours discuter. C'est là-bas. Donc, j'ai décidé de ne pas porter plainte. J'ai dit ça va. On a cotisé comme on pouvait cotiser. Et je vous rassure, les 780 000 et poussières, voire plus là, c'était parce que c'était hormis ce qu'on payait constamment. Parce qu'il y avait des factures qu'il fallait payer directement. On va vous dire, il faut le lait, il faut l'eau micellaire, il faut... il y avait une injection que cet enfant prenait chaque 2 jours. Je me rappelle, le prix c'était 14. Inciter les mamans à aller faire les actes. Je crois que c'était gratuit. On a fait l'acte jusqu'au jour où on a retiré. On n'a jamais retiré cet acte-là. Donc si on fouille, l'acte est toujours là-bas. On n'avait jamais retiré l'acte de naissance là. C'est là-bas. Pour preuve, pour les gens qui veulent toujours discuter. C'est là-bas. Donc, j'ai décidé de ne pas porter plainte. J'ai dit ça va. On a cotisé comme on pouvait cotiser. Et je vous rassure, les 780 000 et poussières, voire plus là, c'était parce que c'était hormis ce qu'on payait constamment. Parce qu'il y avait des factures qu'il fallait payer directement. On va vous dire, il faut le lait, il faut l'eau micellaire, il faut... il y avait une injection que cet enfant prenait chaque 2 jours. Je me rappelle, le prix c'était 14 000 et c'était même rare. Il faut ci, il faut ça. Donc, par jour, on se retrouve à dépenser au minimum 50 000. Mais ils nous ont confisqué le corps de l'enfant. Les gens de l'hôpital de la Caisse, la direction, j'indexe et je précise,
Je dis, toutes les informations sont là s'ils veulent nier. S'ils veulent qu'ils détruisent même les preuves là maintenant. Mais j'ai les photos. Jusqu'à présent, j'ai les photos de cet enfant. Dans cette couveuse, dans cet hôpital. Donc si Junior veut qu'il paye ces gens, qu'ils aillent là-bas pour payer, pour qu'on détruise les preuves. Mais les vrais journalistes, les vrais investigateurs, ce qu'ils devraient faire, c'est partir là-bas, se renseigner avant, parce que je suis sûre qu'il est capable de faire ça. Ou bien peut-être même l'hôpital de la caisse qui est incriminé aujourd'hui peut décider peut-être de vouloir détruire ces preuves-là. Allez-y. C'est là-bas. Et je suis sûre de retrouver, c'est le père de l'enfant qui a le carnet. Parce que s'ils détruisent même, nous on a le carnet. Et là, ça deviendra une autre affaire. Là, ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que nous on a le carnet et eux, ils n'ont plus le dossier. Là, ils vont nous expliquer ça. Pourquoi est-ce que nous on a le carnet et le dossier de cet enfant né dans leur hôpital et eux, ils n'ont plus le dossier là-bas. Donc, ils ne peuvent même pas s'engager à faire ça parce qu'on a encore le carnet de cet enfant. On a encore le carnet de cet enfant. Donc, l'enfant a fait 3 jours à la morgue. Les 2 familles ont cotisé. Ils sont partis verser l'argent. D'autres disaient, mais laissez le corps là-bas. Vous n'avez pas besoin du corps. Vous faites quoi avec le corps et tout. J'ai dit non, je ne peux pas. Un enfant pour lequel j'ai tant souffert, je ne peux pas laisser. On a récupéré le corps après 3 jours. On a enterré. Le plus triste dans ça, en fait, et je demande pardon à Dieu aujourd'hui et à cette personne, c'est qu'il n'a jamais su pourquoi exactement j'ai perdu cet enfant. Il n'a jamais su. Ce que je lui ai dit, c'était le stress de la grossesse, puis nos problèmes qu'on avait, nos problèmes conjugaux qu'on avait, ça a joué. Et puis l'enfant est décédé. Après ça, nous nous sommes séparés. Nous et moi, on s'est séparés, pas parce que j'ai perdu l'enfant et tout. On s'est séparés. J'ai rencontré des gens, mais depuis ça, je n'ai plus jamais accouché. J'ai plus jamais conçu. Quand j'ai essayé de faire un peu état de ce qui n'allait pas, on m'a fait comprendre que j'ai des examens plus poussés à faire. Parce que moi, je me fiais seulement, je faisais juste les échographies pelviennes. On m'a parlé des échographies. J'oublie le terme, en fait. Il y a un appareil qu'on doit mettre à l'intérieur. Donc, bref, que je dois avoir des problèmes au niveau des trompes. Tout du Japon, il faut faire des examens plus poussés pour savoir exactement ce que j'ai. Donc, moi, je me suis arrêtée là. Je me suis mariée entre-temps. Avec mon mari, on n'a pas d'enfant. Il sait. Parce que j'ai lu dans un commentaire quelqu'un qui disait sûrement son mari n'est même pas au courant. Il s'est dit que sûrement il raconte que c'est lui qui a les problèmes et tout. Monsieur, à vous particulièrement, mon mari est au courant que c'est moi qui ai un problème et non lui. Parce qu'il a des enfants. Et je lui ai dit, avant même le mariage, que j'ai des problèmes de conception. Donc, j'arrive pas à concevoir. Une fois même, j'ai eu un retard de 3 jours. J'étais contente. J'ai dit, Seigneur, je suis enceinte, Après, je vois mes règles. Vous savez ce que ça fait d'être marié. Et chaque jour, guettez vos règles. Espérez qu'elles ne viennent pas. Et puis un matin, vous vous levez, vous voyez vos règles. Je me rappelle, il y a 2 mois, j'ai saigné. Après avoir fait un traitement traditionnel, mon mari m'a mis la déception dans son visage. Il s'est levé, s'habiller. Il s'est lavé, s'habiller, là, au travail. Après, il m'a fait un message. Il m'a dit, tu m'as gâté la journée, tu m'as gâché la journée. J'ai pleuré. Je dis, j'ai pleuré. À toutes ces femmes qui me disent le gros cœur,
C'est le gros cœur, c'est la part de l'argent. Je suis désolée. Je suis dans un monde où je ne peux pas... J'étais peut-être assez naïve. Avec le recul, oui, j'ai été naïve. Mais moi, je voyais mes enfants avancer. Quand vous dites, je vois dans les commentaires des gens qui disent que tu ne connais pas quelqu'un, tu viens de l'aider. Moi, j'ai eu à aider des gens sans toutefois les connaître. Je dis plusieurs personnes, moi j'ai toujours pensé que les gens sont comme moi. Moi, je vois le bien en tout le monde et non le mal. Je dis bien, je vois le bien en tout le monde et non le mal. Donc, avec le recul, je n'aurais pas dû faire certaines choses. Mais j'ai bien voulu croire en la bonté de l'homme. C'est moi qui souffre aujourd'hui. C'est moi qui n'enfante pas. Et c'est moi qui vis tout ça. Mais j'ai décidé de témoigner. J'ai décidé de témoigner. Mais que ma protection soit assurée. J'ai vu une publication sur la page de Papa Zouzoua d'une journaliste qui disait que les victimes qui peuvent rentrer en contact avec elle pour des témoignages. Mais j'ai pas Twitter. Hier, j'ai essayé de télécharger Twitter pour rentrer en contact avec elle. Pas moyen, on refusait le numéro de téléphone. Pas moyen. Donc, je vais témoigner, mais de manière anonyme. Moi, je tiens ma vie à celle de mes enfants parce que même si on ne me fait pas du mal à moi, il peut s'attaquer à mes enfants. Ce gars a le bras long. Il a le bras très, très long, je vous assure. Pour voir un civil à qui des hommes au gradé donnent le café, il faut comprendre que il les tient par les couilles. Excusez-moi du terme. Il tient beaucoup de personnes par les couilles. Je serai là, je vais venir. Je vais témoigner de manière anonyme. Même s'il faut qu'on aille jusqu'au procès, je vais aller de manière anonyme. Je vais témoigner. Je ne sais pas où se trouve. J'ai vu un post c'était des protections des droits de l'homme, un truc comme ça, je crois bien. Dans tous les cas, ceux qui voudront me contacter dans ce sens-là, je vais donner, parce que je demande à un numéro, je vais lui donner le numéro par lequel on peut me contacter le plus facilement, le plus rapidement. Ce sera à lui de faire le tri, parce que je ne veux pas. Les gens peuvent passer par là pour essayer de me faire du mal. Ce sera à lui de savoir avec qui me conduire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Des gens, des femmes se suicident simplement parce qu'elles sont parties pour déposer des plaintes. Au lieu d'incriminer la personne, on incrimine plutôt la victime. On lui fait comprendre que c'est elle qui a tort. Et c'est ça qui pousse 99% de femmes à ne pas partir porter des plaintes. Parce qu'on va toujours s'assurer à lui dire, c'est de ta faute s'il a fait ça. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, je parais peut-être un peu plus forte. Mais, témoigner, mais de manière anonyme. Moi, je tiens ma vie à celle de mes enfants parce que même si on ne me fait pas du mal à moi, il peut s'attaquer à mes enfants. Ce gars a le bras long. Il a le bras très, très long, je vous assure. Pour voir un civil à qui des hommes au gradé donnent le café, il faut comprendre que il les tient par les couilles. Excusez-moi du terme. Il tient beaucoup de personnes par les couilles. Je serai là, je vais venir. Je vais témoigner de manière anonyme. Même s'il faut qu'on aille jusqu'au procès, je vais aller de manière anonyme. Je vais témoigner.
Je ne sais pas où se trouve. J'ai vu un post c'était des protections des droits de l'homme, un truc comme ça, je crois bien. Dans tous les cas, ceux qui voudront me contacter dans ce sens-là, je vais donner, parce que je demande à un numéro, je vais lui donner le numéro par lequel on peut me contacter le plus facilement, le plus rapidement. Ce sera à lui de faire le tri. Parce que je ne veux pas. Les gens peuvent passer par là pour essayer de me faire du mal. Ce sera à lui de savoir avec qui me conduire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Des gens, des femmes se suicident. Simplement parce qu'elles sont parties pour déposer des plaintes. Au lieu d'incriminer la personne, on incrimine plutôt la victime. On lui fait comprendre que c'est elle qui a tort. Et c'est ça qui pousse 99% de femmes à ne pas partir porter des plaintes. Parce qu'on va toujours s'assurer à lui dire, c'est de ta faute s'il a fait ça. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, je parais peut-être un peu plus forte. Mais, Dieu seul sait ce que je subis, ce que je vis à l'intérieur de moi, mes souffrances, mes peines, mes douleurs. Dieu seul sait. Junior doit payer. Junior doit payer. Même si plus jamais je n'accouche, au moins je serai tranquille de savoir qu'il a payé. Il doit payer. Il se croit intouchable. Il se dit intouchable. Certainement, il se sait intouchable. Mais même le sang de cet enfant, qui aurait eu 5 ans, 5 ans, c'est ça je crois, ou 6 ans, aujourd'hui. Donc, c'était mon témoignage. En ce qui concerne, là j'allais même oublier, le VIH-Sida, je ne peux pas affirmer si oui ou non il a le VIH. Parce que moi, avant de me marier, on a fait des examens prénuptiaux, parmi lesquels il y avait le VIH. Donc je ne suis pas porteuse. Je ne sais pas si lui il est porteur ou pas. Là, je ne peux rien affirmer. Je ne sais pas. Je parle de mon cas précisément. Donc, continuez de juger. Continuez de dire tu partais faire quoi. J'espère pour vous que un jour, un de vos enfants, un de vos proches, ou pourquoi pas vous-même, homme comme femme, ne serez jamais violé. Continuez de dire on veut les preuves. Comme quand on nous viole, on doit prendre le téléphone. Comme tout pour vous aujourd'hui, c'est filmé. On doit prendre le téléphone pendant qu'on est en train de nous violer. On se filme. On fait la vidéo. On dit que voici les preuves du viol. Après 6-7 ans, on doit venir donner les preuves d'un viol. Comme quelqu'un a dit, il doit avoir les traces sur son corps. Il doit avoir les déchirures. Les déchirures doivent rester après 7 ans. Les déchirures doivent rester après 7 ans. Ou bien je devais rentrer chez moi. Ou bien j'arrive à l'hôpital, j'écarte les pieds, je filme d'abord mon vagin. J'écarte les pieds, je filme. Je dis non, je viens de me faire violer cela. C'était ça, c'est ça votre part de preuve. Et laissez-moi vous dire que ces violeurs-là surfent sur ça. Ces violeurs-là surfent sur le fait que généralement il n'y a pas de preuve palpable. Il n'y a pas de preuve palpable du viol. Surtout quand tu es parti et que peut-être tu t'es lavé. Je prends pour ceux même qui partent me déposer plainte. Généralement, ce qu'elles font, elles se lavent avant d'aller déposer plainte. À ce moment-là, on va encore prendre quel échantillon. Deux fois même, on te dit même,